Imaginez la scène, une marche tranquille dans la rue, la nuit tombe, et là, soudainement, un véhicule de police s'arrête, net à votre hauteur. Le ton est ferme, l'atmosphère se fige d'un coup. Ce genre de face-à-face, c'est une réalité quotidienne pour beaucoup. Dans ce décryptage, on va littéralement décortiquer vos droits lors de ces interactions. Parce qu'on le sait tous, dans ces moments de haute tension, la ligne entre le maintien de l'ordre et la violation des droits fondamentaux, eh bien, elle devient souvent très floue. Notre but aujourd'hui, ce n'est absolument pas de créer de la défiance. C'est plutôt de poser sur la table une vérité juridique implacable pour que l'on sache exactement à quoi s'en tenir. Bienvenue sur Ce que la loi dit. La chaîne qui révèle les droits que personne ne t'explique vraiment. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un pouce bleu et activez la cloche de notification. Car un homme qui maîtrise la loi est un homme libre dans la société. Alors, comment ça se passe en général ? Les demandes fusent de manière hyper rapide, sans le moindre avertissement. Ça commence presque toujours par cette fameuse requête. Abrupte. Vos papiers, s'il vous plaît. Ça résonne vraiment comme un ordre non négociable en pleine rue. Et puis, dans la foulée, bam, ça peut devenir beaucoup plus intrusif. On touche direct à l'intimité numérique. L'agent demande qu'on lui remette le téléphone, qu'on le déverrouille là, tout de suite, sous son regard insistant. L'escalade ne s'arrête pas là. Ouvrez le sac, montrez le contenu, justifiez d'où vous venez, où vous allez, quelles sont vos fréquentations. Honnêtement, le rythme cardiaque s'accélère forcément face à ces questions à rafale. C'est une vraie surcharge sensorielle, une sorte de panique totalement naturelle qui s'installe face à l'uniforme. Mais attendez, on va faire une pause 2 secondes. Qu'est-ce que la police peut réellement faire ? Parce que, sous l'effet du stress ou de la surprise, on a tous tendance à croire que les forces de l'ordre ont un pouvoir absolu sur le trottoir. On obéit par réflexe, par peur d'aggraver la situation, sauf que la réalité juridique, les fondements même de notre état de droit, c'est infiniment plus encadré que cette simple impression de toute puissance. Les agents agissent dans un cadre strict, très strict même. Allez, on attaque la première partie. Le contrôle d'identité, ses fondements légaux et ses limites. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Un policier ne peut absolument pas se lever le matin et décider de contrôler quelqu'un au hasard ou sur un coup de tête. Impossible. L'article 78.2 du Code de procédure pénale est très clair là-dessus. En gros, il faut une base légale en béton. Soit il y a une suspicion raisonnable qu'une infraction a été commise ou va l'être, soit on est dans le cadre de réquisitions très spécifiques écrites par un procureur et limitées dans le temps et l'espace. La rue, ce n'est pas une zone de non-droit où le contrôle arbitraire est la règle, il y a un cadre et il s'impose à tout le monde. Et attention, c'est capital, quand ces contrôles sortent de ce cadre légal, qu'ils deviennent arbitraires, humiliants ou pire, discriminatoires, ça brise la confiance envers l'institution. Et juridiquement parlant, c'est une ligne rouge absolue. Ça viole le principe d'égalité, ça bafoue des droits fondamentaux garantis par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, l'État a déjà été condamné par la justice pour ces dérives qui sont qualifiées de fautes lourdes. Donc non, un contrôle illégal, ce n'est pas juste un mauvais moment à passer, c'est une faute juridique majeure. Passons maintenant à notre deuxième point, un sujet ultra sensible aujourd'hui, la confidentialité numérique, les téléphones et les données personnelles. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fossé gigantesque entre le mythe urbain et la loi. Beaucoup de gens pensent que la police peut saisir un smartphone en pleine rue et fouiller les messages tranquillement. Eh bien, c'est faux, totalement faux. La réalité légale exige un cadre hyper spécifique. Pour fouiller un téléphone, il faut soit une situation de flagrance, soit être en garde à vue, soit avoir l'autorisation formelle d'un magistrat. Exiger le déverrouillage de votre appareil lors d'un simple contrôle de routine, c'est purement et simplement illégal. C'est souvent l'intimidation du moment qui fait céder, pas la loi. Il faut bien se rendre compte d'une chose, aujourd'hui un smartphone, c'est un véritable coffre-fort numérique. Il contient une vie entière. Vos conversations les plus intimes, vos données médicales, vos photos, vos codes bancaires, et tout ça c'est farouchement protégé par le droit à la vie privée et le secret des correspondances. Fouiller là-dedans sans procédure valide, c'est franchir une barrière constitutionnelle énorme. Les tribunaux ne rigolent pas du tout avec ça et annulent carrément les procédures quand ça se produit. Ce qui nous amène à la troisième partie, les limites physiques, et plus précisément la différence cruciale entre une palpation de sécurité et une fouille complète. C'est vraiment le point essentiel à retenir ici, car on confond tout le temps ces deux termes. Une palpation de sécurité, c'est quoi ? C'est purement préventif. L'agent touche par-dessus les vêtements uniquement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'arme dangereuse. Point barre. En revanche, une fouille complète, fouiller le fond d'un sac, l'intérieur d'une poche ou un véhicule, ça c'est un acte d'enquête. Et c'est draconien. Les policiers ne peuvent pas juste ordonner de vider les poches au hasard sans un motif juridique déjà bétonné. Parce que si ça dérape, si une simple palpation franchit la ligne rouge pour se transformer en fouille illégale ou disproportionnée, tout l'édifice s'effondre pour eux. Les conséquences sont lourdes. D'abord, sur le plan de la procédure, l'acte devient nul. Toute preuve trouvée illégalement ne vaut absolument rien devant un juge. Zéro.
Ensuite, l'agent en infraction risque gros. Sanctions disciplinaires internes, poursuites pénales, on ne plaisante pas avec l'atteinte directe aux libertés fondamentales. Quatrième partie de notre analyse, un point souvent très tendu, le droit d'observer et surtout de filmer les forces de l'ordre. Bon, on va dissiper les idées reçues tout de suite parce que c'est ultra polarisé. D'un côté, on a des agents qui, dans la tension d'une opération, affirment que c'est strictement interdit de filmer. De l'autre, des citoyens qui s'imaginent avoir un droit absolu pour tout diffuser. En se positionnant comme un observateur impartial, il suffit de lire la voie. En France, dans l'espace public, filmer des agents en train d'exercer leurs fonctions n'est pas intrinsèquement illégal. C'est même un principe reconnu. Mais, car il y a un grand mais, ce droit n'est pas absolu. Il est nuancé, il est formellement interdit de filmer si cela entrave physiquement l'intervention. C'est logique, il y a aussi des restrictions majeures pour des opérations antiterroristes, question de sécurité nationale. Et attention, diffuser ces enregistrements avec une intention malveillante évidente pour cibler ou mettre en danger un agent, ça c'est lourdement puni. C'est un vrai travail d'équilibriste. Cela dit, l'histoire récente nous a prouvé que ces vidéos citoyennes, quand elles sont légales, ont souvent permis de rétablir la vérité face à de réelles dérives. On aborde maintenant notre cinquième partie, la réalité, parfois lourde, des abus de pouvoir. Quand un représentant de l'autorité publique franchit les limites, on ne parle plus d'une simple erreur de jugement. On parle de vraies infractions pénales, lourdement punies, que ce soit des violences volontaires, un abus d'autorité, une privation de liberté, ou même le faux en écriture publique, qui est littéralement qualifié de crime par le code pénal. Le droit français prévoit tout un arsenal judiciaire pour punir ces actes. Et avec une sévérité accrue, tout simplement parce que ces actes sont commis par ceux-là même qui sont censés représenter la loi. Alors, face à ces abus, que faire? La fatalité n'est pas la seule issue, fort heureusement. Il existe des structures tangibles. On peut déposer une plainte formelle auprès du procureur. On peut faire un signalement à l'IGPN pour déclencher une enquête interne rigoureuse. Il y a la justice administrative ou encore le recours au défenseur des droits, qui est une institution indépendante. Affronter une institution étatique demande indéniablement un courage énorme, c'est sûr, mais l'État de droit a mis en place ces leviers d'action précis pour rétablir l'équilibre et sanctionner les dérives. Ce qui nous amène à notre sixième et toute dernière partie, la connaissance juridique comme véritable protection démocratique. S'il y a un message central à retenir de tout ce décryptage, c'est celui-ci. Lors d'une interaction sous haute tension, votre plus grand danger, ce n'est pas seulement l'abus potentiel, c'est l'ignorance. Ne pas connaître le cadre légal, c'est s'exposer à une vulnérabilité extrême, c'est laisser la peur, le stress et l'intimidation dicter ses réactions. La loi est un bouclier fantastique, mais honnêtement, ce bouclier est inutile si on ignore comment s'en servir. Ça soulève quand même une énorme question pour terminer. Est-ce que la majorité d'entre nous a véritablement conscience de ces frontières légales au moment de croiser un uniforme? C'est le cœur du problème. L'éducation juridique, c'est notre outil de défense le plus puissant face à l'arbitraire. Il est crucial de savoir ce que la police peut ou ne peut pas faire. On continuera d'explorer ce genre de sujet de fond pour décortiquer ces réalités parfois invisibles. Merci d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve très vite pour la suite. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Ce que la loi dit. Chaque jour, on révèle les droits, les pièges légaux et les abus que personne ne t'explique vraiment. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo.